Étienne est kiné du sport, mais il est aussi triathlète et se prépare pour son premier Ironman à Vichy, en août prochain. Il va nous parler de son métier, des blessures fréquentes en triathlon et surtout comment les éviter. Il va également nous expliquer comment il aborde sa préparation physique pour l'Ironman. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! « 3,24 dans les... » Mais putain, même quand j'avais pèleriné, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer Étienne, qui est kiné sportif, triathlète et même futur Ironman. Salut Étienne. Salut à tous. Salut. Je suis aussi accompagné, comme vous l'entendez, de Thibaut et de Mélène. Bonjour à tous. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Bonjour. Au programme de cet épisode, on va avoir un petit contenu riche quand même parce que on va parler avec Étienne de son parcours de kiné sportif et aussi du Red Star Football Club. On va aborder avec lui plusieurs thèmes en passant par les blessures au triathlon, surtout comment les éviter. On va aussi échanger sur l'utilité des étirements et de la musculation pour enfin nous intéresser aux astuces pour une bonne prépa. Donc un gros programme qui nous attend aujourd'hui. Tout à fait, on a hâte. Peut-être d'abord te présenter, Étienne. Est-ce que tu peux te présenter, nous préciser ton âge, d'où tu viens et puis les sports que tu pratiques? Ouais, donc moi c'est Étienne, j'ai 24 ans. Je suis kiné depuis 3 ans à peu près maintenant. Et je viens de Bretagne. Voilà, je crois que je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Il y en a deux autres. Il y a que dans cette pièce. On va pas interviewer que des Bretons pour ceux qui se posent la question. C'est pas fait exprès. Le triathlon est envahi de Bretons, quoi. C'est pas possible. C'est finistérien du coup. C'est une terre de cyclistes en fait, donc forcément. Et puis on a un peu de mer à côté, donc je pense que ça doit aider. Ouais, et pourtant, je viens pas du cyclisme. C'est pas le plus simple pour moi d'ailleurs. Je viens du tennis plutôt. J'ai fait une quinzaine d'années de tennis, mais après j'ai une famille aussi où j'ai des parents qui font un peu de tout, beaucoup de courses à pied, natation, ça aussi. Vélo, un peu de triathlon, une maman qui fait de l'ultra-trail, un peu ça de triathlon. D'accord. Ouais. Voilà, donc j'ai, même en faisant du tennis quand j'étais plus petit, j'ai toujours fait un peu de course à pied à côté. J'ai fait mes premiers triathlons à 15-16 ans pour suivre papa, pour suivre les copains des papas, de tout ça. Voilà. Il y a l'expérience, quoi. Donc j'ai commencé comme ça. Comme ça, un ou deux triathlons par an. Avec, on allait nager un peu en mer avant pour essayer la combi de surf avec laquelle on allait nager. Le vélo acheté à Decathlon d'occasion à 100 €. Voilà, trop cool. Depuis quelques temps, je fais du triathlon, mais je fais plus intensément depuis 3 ans, on va dire. Depuis 3 ans, je m'entraîne un peu plus. J'ai malheureusement mis un peu le tennis de côté pour le moment. Mais j'y reviendrai, mais là on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, la prépa Ironman et le tennis. Ça prend assez de temps la prépa Ironman. C'est ça. Donc voilà, pour les débuts en tout cas. Ok, super. Et donc, comme disait Geoffroy, tu es kiné. Ouais. Aussi. Ça consiste en quoi exactement être kiné et kiné du sport? Alors kiné du sport, kiné c'est un métier très vaste. Très très vaste, parce quand on est kiné, on peut s'occuper du nourrisson à la personne âgée en EHPAD, aux sportifs de haut niveau, aux enfants, à la rééducation périnéale, voilà, plein de choses. Du coup, moi j'ai choisi plutôt de me spécialiser dans la kiné du sport. Parce que c'est pour ça que j'ai fait au début ce métier-là, parce que voilà, j'aimais le sport, j'aimais le contact humain, et voilà, ça m'est venu assez naturellement. Et c'était quoi la question? Être kiné, ça consiste en quoi exactement? Consiste en quoi, Donc kiné du sport, du coup, plus spécifiquement,
je reçois, donc je travaille une partie au cabinet où là je reçois du patient qui va courir 1, 2, 3 fois par semaine, qui prépare son 5 km ou son marathon de Paris ou quoi que ce soit, et qui a des petits soucis, qui va se blesser ou qui a des douleurs au dos, etc. Des petits bobos comme ça. Des patients un peu plus sportifs qui vont plus s'entraîner, un peu plus comme vous par exemple, qui ont besoin aussi de soit quelques conseils, soit quelques réglages, soit qui se sont blessés. Quand ils viennent un peu tard, en effet, on est peut-être pas les meilleurs là-dessus. On attend, et malheureusement des fois c'est un peu tard. Mais voilà, on essaye de faire au mieux. Et puis d'un autre côté, je travaille aussi dans une équipe de foot professionnelle où là c'est les mecs s'entraînent tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses. Ça va du petit bobo, de la petite plaie, jusqu'à la rééducation pour par exemple des croisés. J'allais le dire exactement. Chez le footballeur, peut-être une expérience. Non, j'ai vu les croisés, mais beaucoup d'entorses. Par exemple, un peu l'idée. Voilà, par exemple des entorses, des tendinites, plein de choses. Là, c'est un peu plus intense et c'est vraiment très spécifique sport. Et là, il faut qu'il soit sur le terrain le plus rapidement possible. Autant le patient qui vient au cabinet, on peut prendre un peu plus de temps si son objectif c'est dans 2 mois, 3 mois. Autant le sportif, le footballeur professionnel, il y a match le week-end, donc le coach, si possible, il le veut sur le terrain. Donc c'est un peu 2 métiers différents, mais c'est très intéressant de varier les deux. Alors c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais c'était. On peut citer le club. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le Red Star, donc du coup, c'est des soins qui sont. Tu pratiques quel type de soins sur ces joueurs? Ça va aller du soin de récup après les entraînements, après les matchs, ou là ça va être du massage de récup ou du massage d'échauffement avant les entraînements, avant les matchs, à la rééducation. Voilà, il y a souvent des petites tendinites qui traînent parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Donc le corps il souffre un petit peu. Il y a des traumatismes aussi. Le foot c'est quand même un sport avec pas mal de chocs, de coups, de traumatismes, des entorses, beaucoup plus que le triathlon, des béquilles, plus que le triathlon là-dessus, c'est pas du tout les mêmes genres de. Au final, le triathlon c'est un peu plus. Il n'y a pas de contact. En triathlon. Voilà, c'est ça le gros changement entre les deux sports. Il y en a un où c'est un sport où on se gère soi-même et il n'y a pas de contact, et l'autre il y a beaucoup de contact. Donc ça va, c'est très très varié. Beaucoup de prévention des blessures aussi, en fait, c'est ça. On travaille aussi avec des préparateurs physiques. On est plusieurs kinés, préparateurs physiques, médecins. Donc on travaille plutôt en équipe, et bien sûr sur la prévention des blessures avec pas mal de tests qui sont faits au début de saison et au fur et à mesure de la saison. Donc c'est plutôt utile d'être kiné quand on est sportif et triathlète aussi, comme tu l'es. C'est plutôt utile. On sait ce qu'il faut faire. Après, comme on dit, cordonnier, c'est souvent les plus mal chaussés. On sait ce qu'il faut faire, on le fait pas tout le temps. Mais au moins, quand on fait des bêtises, on le savait. On le savait. On sait qu'on a mal géré notre entraînement. Mais dans mon cas, c'est très très utile parce que je gère mon entraînement moi-même. Je connais très bien mon corps, donc de mieux en mieux, j'espère. Et puis on va apprendre tout au long de la carrière, mais c'est très très intéressant de gérer les deux côtés. Ouais. Et si on parle justement plus spécifiquement du triathlon, quelles sont les blessures les plus classiques sur ce type de sport? Des triathlètes, j'en ai pas mal, j'en ai quelques-uns au cabinet, pas tellement au final, mais j'en ai pas mal aussi, j'en connais beaucoup. Donc on va dire les blessures les plus fréquentes, c'est plutôt lié à une mauvaise gestion de l'entraînement, c'est-à-dire trop rapidement. Peu importe le sport, après on pense plus à la course à pied. Le fameux. Même sans arriver au surentraînement vraiment, mais monter en charge trop rapide. Mais voilà, exactement. La charge d'entraînement, on en reparlera, mais c'est très important à quantifier. Si en tout cas on va s'entraîner beaucoup, même pour un amateur. Et les blessures que j'ai le plus souvent, ça va être plus sur la course à pied quand même, mais au final cette charge, il faut quand même la doser, la calculer dans tous les sports. Et c'est ça, on fait pas 2 semaines à 10 km de course à pied et les 2 semaines après à 40, parce que il y a de grandes chances de se blesser. C'est souvent des blessures comme ça liées à la surcharge, et c'est principalement ça. Un peu en natation ça marche aussi, comme ça. En vélo un petit peu aussi, on peut quand même avoir des petites tendinites, exactement. Ouais. Et après les blessures de surcharge, ça va aller de la tendinite, le plus classique, à la fracture de fatigue, pour carrément, plus complexe. Bien sûr. Les blessures en natation, je me permets, ça m'intéresse. Quel type de blessures on peut avoir en natation? L'épaule, C'est quand même le sport dans les trois qui est le moins traumatisant.
Ce serait plutôt les épaules. Les épaules, tendinopathie, tendinite au niveau des épaules. Après, on en reparlera aussi, mais tous les programmes de prévention en muscu, par exemple, ça peut être un peu intéressant, même pour le triathlète, même un peu sur le haut du corps. Et plutôt les épaules. Mais c'est, en tout cas pour le sportif amateur, si on nage 2-3 fois par semaine, on a peu de chances de se blesser. Ouais, ok. En natation, en tout cas. Tendinite au coude aussi, peut-être un peu, qui peut arriver. Le tennis elbow, là, dont on parle. Tennis elbow, il y en a, mais pas vraiment. C'est moi, quoi, ça j'en ai. C'est les tendinites au niveau C'est du une coude. tendinite au niveau du coude, donc au D'accord. niveau des muscles qui vont relever le poignet ou fléchir le poignet. Ok. Le tennis elbow et le golf elbow, c'est les deux côtés ici. C'est chez les triathlètes, j'en ai peu vu. C'est plutôt chez les gens qui vont travailler à la chaîne ou les choses comme ça, ou des gestes répétitifs. Après, j'imagine qu'on peut en avoir avec la natation, par exemple. Tu vois des blessures justement sur des gens, non pas qui vont faire trop de volume, mais peut-être qui ont une mauvaise technique. Enfin, je pense en natation surtout. Des fois, on positionne mal son bras et finalement, on fait beaucoup de répétitions. Et des fois, on peut tester des plaquettes, des choses comme ça. Et c'est pas forcément le fait de nager longtemps, mais le fait d'avoir une technique un peu mauvaise qui va faire que tu as des mauvais appuis en course à Encore pied. pire en course à pied, ouais, c'est ça. Ton pied pas dans l'axe en vélo et tu répètes. En course à pied, ce serait. Voilà, il faudrait faire un podcast entier là-dessus sur la technique en course à pied. Ça, c'est clair. C'est peut-être prévu. C'est prévu. Ah bon, bah voilà, c'est prévu. C'est intéressant. Mais ça peut être hyper intéressant parce qu'il y a des centres de formation comme la clinique du coureur ou des livres que la clinique du coureur a fait aussi pas mal de choses là-dessus, qui parlent beaucoup de la quantification du stress mécanique, donc c'est quantification de la charge, sur la technique de pose du pied, de tout ça. On parle beaucoup de l'avant-pied, arrière-pied, médio-pied, pourquoi, comment, est-ce qu'on doit changer, bref. En course à pied, la technique, ça peut bien sûr, surtout quand on est blessé, et en tout cas quand on se sent pas à l'aise quand on est blessé, c'est peut-être intéressant d'aller faire des analyses de course en fonction de sa blessure. Voilà, on voit que si on a des blessures plutôt tendon d'Achille, mollet, il va falloir changer certaines choses. Si on a des blessures plutôt genou, des tendinites plutôt genou, hanche, dos, on doit passer sur d'autres choses aussi. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à la technique de course à pied. Technique de natation, moi j'ai jamais eu en patient des athlètes de haut niveau en natation, donc j'ai jamais vraiment eu de blessures liées à la natation, mais par exemple, l'utilisation de plaquettes, c'est vraiment tranquille au début. Pareil, il faut augmenter progressivement la charge. On va pas commencer avec 1000 mètres plaquettes. Faut commencer progressivement. Et de toute façon, 1000 mètres plaquettes, faut se les faire déjà. On a quand même les épaules en feu avant de les finir. Faut être là, je costaud, pensais plus à des amateurs, des fois quand on voit dans les lindos des gens qui nagent un peu tordus ou tu vois qui vont serpenter, tu te dis mais ils vont se détruire. Et je te confirme que des fois on voit des trucs bizarres, mais pareil, pas trop de blessures, pas trop de à la blessures. course, quand tu croises des gens qui ont des foulées avec les genoux qui rentrent, la course des fois, tu dis mais tu vas te flinguer le genou quoi. T'as envie de les arrêter quoi. Faut leur dire attention. C'est ça quoi. Comme j'aurais bien aimé qu'on fasse quand moi je courais comme une merde et du coup je me suis blessé avec le genou quoi, parce que c'est vrai que ça peut être hyper traumatique la course à pied. Je pense que c'est le sport où tu as le plus de blessures dans tous les cas dans les trois. On sait tous courir de base, mais après quand on va augmenter les volumes etc, ça peut être intéressant de faire des analyses de course pour avoir quelques même les questions de drop et tout, sur les chaussures, il n'y a pas que la technique, il y a aussi l'équipement, le drop, la technique est en lien avec la chaussure que il y a quand même un lien entre la technique et la chaussure, la chaussure et la technique, c'est les grosses chaussures, ça va plutôt amener vers une attaque un peu lourde, une attaque un peu talon. Les chaussures plus fines, si vraiment on va dans l'extrême, on va dire les Five Fingers par exemple, les minimalistes avec zéro drop, zéro technologie, là on va pas attaquer talon parce que ça fait mal. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est par exemple faire sur tapis, courir un peu avec chaussures, courir pieds nus, se filmer et voir la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a une différence et se poser les questions, est-ce que ces différences ça montre quoi? Mais après, toi pour choisir le drop, faut d'abord courir pieds nus pour voir un peu comment on court pieds nus pour voir C'est toujours intéressant de savoir comment on court pieds nus pour voir comment on court naturellement entre guillemets. Mais après ça encore, faut aller voir un professionnel de santé qui fait ça très bien, qui est habilité à faire ça avec un tapis de course, qui a sa petite expérience. Et voilà, faut aller voir un professionnel de santé. Et ça, c'est des kiné, podologues. Kiné, podologue, voilà. Les deux, il y a des qui ont fait des formations là-dessus, bien sûr. Quand on sort en école de kiné, si on n'a pas vu ça spécifiquement, on n'arrive pas à faire une vraie analyse de foulée, mais aller voir quelqu'un qui est reconnu pour ça
Et kiné, podologue, ouais, je pense que c'est tout. Ça peut être intéressant. Ouais. D'ailleurs, on a pas mal entendu parler des traitements par ultrasons, du froid, la chaleur, ces différentes techniques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que pro et athlète ? Ouais, très intéressant comme question. Là, il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord les techniques qui vont être médicales, faites par les kinés ou les médecins ou quoi que ce soit. Comme les ultrasons, les ondes de choc, les infiltrations, tout ça. Là, c'est vraiment en fonction de sa problématique, de sa blessure, du professionnel de santé. Il y a des techniques qui sont plus adaptées à tel ou tel type de pathologie. Donc là, je ne peux pas faire un avis général là-dessus. Mais par contre, pour tout ce qu'on peut avoir à la maison, tout ce qui va être la compression, par exemple, on parle beaucoup de récupération, donc on parle de compression, de froid, les massages, les rouleaux de massage, la pressothérapie, tout ce genre de choses. Et d'ailleurs, excuse-moi, la compression, ça m'intrigue parce que tout ce qui est chaussettes de compression, etc., ça sert vraiment à quelque chose, ça, en termes de justement, récup, etc. Toutes ces techniques, la compression, les études montrent que pourquoi pas. Ça peut avoir il y a certaines études qui montrent des gains plutôt compression pour la récupération. Pour la récupération. Pendant l'activité, il y a pas on voit les manchons de compression. Les études montrent qu'il n'y a pas, en tout cas, pas grand-chose. Plutôt après. Pour le froid, pareil, il y a du bon. On parle de la cryothérapie, de tout ça. Il y a du bon, mais au final, c'est pas aussi miraculeux que ce qu'on pouvait dire à un moment donné quand c'est sorti. Quand on voit tous les athlètes avec leur poche de glace sur le bord du terrain et dès qu'ils sortent. Là, je parle de... quand je dis le froid, c'est plutôt la cryothérapie, tu vois, la machine les mecs de cryo qui vont... c'est... Pourquoi pas, mais en fait, toutes ces techniques-là, c'est vraiment, je vous dis, essayez si vous en avez l'occasion. Bien sûr, cryothérapie, etc., c'est un certain coût, on ne peut pas avoir la machine chez soi. Mais tout ce qui va être les rouleaux de massage, les massages, les chaussettes de compression, etc., c'est plutôt bien, mais il n'y a pas de... sinon tout le monde le ferait à un moment donné. Bien sûr. C'est toujours pareil, hein, s'il y a un truc qui marchait à 100%, tout le monde l'aurait, tout le monde le ferait. C'est pas le cas. C'est assez individuel, donc je vous conseille, essayez, vous voyez, ça vous fait du bien, vous le faites, ça vous fait pas de bien, vous forcez pas à aller faire ça, vous dépensez pas d'argent pour le faire. Mais je sais que rouleau de massage, moi je l'utilise de temps en temps. Et la poche de glace, quand on a des petites douleurs à droite à gauche, c'est toujours utile ou pas forcément recommandé ? Comment on choisit entre finalement le froid et le chaud ? Alors pour cette question, pour faire simple, pour faire clair, on va dire quand il y a eu un traumatisme, ça gonfle, ça chauffe, typiquement une entorse, ça va être plutôt froid. Quand on a une douleur musculaire, un lumbago, une douleur musculaire vraiment vraiment musculaire, plutôt au niveau du dos, cervical, lumbago, ça va être plutôt, lumbago je dis lombalgie aiguë, ça va être plutôt chaud. C'est un petit peu remis en question en ce moment. Il y a des études qui sont menées, mais pour faire simple, c'est ça. Ok, très clair, super. Bon, un autre sujet qui peut être un peu soumis à controverse ici, si on parle d'étirement, d'étirement et de musculation d'ailleurs, mais on va commencer peut-être par les étirements. Les étirements déjà, ça marche. Je ne fais jamais. Ouais, pareil. J'en faisais beaucoup quand je faisais de la danse. Mais depuis que t'as arrêté la danse, beaucoup arrêté, c'est dommage. Ouais. C'est quoi ton avis toi là-dessus, surtout quand on fait course à pied, vélo et nage ? Et c'est une très bonne question aussi que je pense beaucoup de gens se posent. On entend beaucoup de choses sur les étirements. Je vais donner, non pas mon avis, mais l'avis général. Maintenant, il y a un petit consensus là-dessus quand même. Il y a quand même un consensus là-dessus. Donc les étirements avant et après déjà. Qu'on soit clair, déjà étirements, il y a plusieurs types, mais je vais vous parler des étirements les plus classiques, des étirements passifs, donc tenus une trentaine de secondes, la jambe en l'air par exemple pour tirer les ischios. Je vais parler que de cela. Donc les étirements comme ça. Pas avant une activité, pas juste avant, parce qu'on a prouvé que on diminuait la force musculaire, la puissance, tout ça. C'est pas logique dans un protocole d'échauffement. D'accord. Donc quand on voit les footeux aujourd'hui qui s'étirent avant le match, c'est un peu une connerie, quoi. Alors si on fait un étirement passif de 5 secondes par exemple et que derrière on va faire des talons-fesses, pourquoi pas, mais pas 30 secondes à tenir une posture pendant une trentaine de secondes, une minute. Là on sait que c'est surtout pour les sports explosifs, on perd en force musculaire, on va diminuer l'afflux sanguin dans le muscle, donc ça a peu d'intérêt, voire même c'est délétère. Pas non plus juste après. D'accord. Parce que surtout pas après une grosse séance. C'est pas utile non plus. Après,
éventuellement à Ça distance. abîme les muscles, excuse-moi, ça, après la séance directement, ça Ouais, peut... si on a fait une grosse séance, par exemple, on va prendre la course à pied pour être simple, Ouais. sur piste, on a fait une grosse séance. Le but de la séance, c'est quand même d'abîmer, pour faire simple, d'abîmer les tissus, d'abîmer le tissu musculaire pour mettre le corps en souffrance et qu'ensuite il récupère et qu'il soit meilleur. Et donc, si on a déjà tiré beaucoup sur le corps, on a abîmé des cellules musculaires, on va pas retirer dessus. Ouais, bien sûr. Ensuite, ça Ça fait sens. a pas D'accord, d'intérêt. ouais. Ça fait sens, mais c'est parce qu'on pour la on prépa, entend, ouais, m'arrête. tout le temps. Ouais, c'est vrai. L'an Ouais. dernier, souvent, je m'étirais, on s'est tiré, quoi, Ouais. il me semble, après les sorties longues en run. Et dans ce cas-là, jamais si on a l'habitude, si ça nous fait du bien, tout ça, Pourquoi pas. pourquoi pas, mais léger, quoi. C'est vraiment l'étirement, ce sera vraiment à peine sentir l'étirement, parce que Ok. ce serait ça le but. Et du coup, on les fait quand alors, ces Après, étirements ces étirements, si il y a des manques de mobilité avérés, nous on est triathlète, sur le vélo on a la position triathlon, surtout quand on va, sur le vélo, par exemple un vélo de chrono ou même sur les prolongateurs, on a une position qui est assez spécifique. Si on doit la tenir pendant plusieurs heures pour l'Ironman par exemple, il faut quand même on appelle ça une chaîne postérieure, donc les disques jambiers, le bas du dos, le mollet, disque jambier, voilà, la chaîne postérieure, assez souple pour pouvoir tenir cette position sans avoir de grosses douleurs. Donc si on se sent pas très mobile, si on se sent un peu raide, et pour ça aussi on peut aller voir le kiné ou le médecin pour un peu objectiver ça, qui prennent des mesures, qui disent voilà, ça va, il n'y a pas besoin, ou il y a peut-être besoin de s'étirer. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire des étirements, plutôt des postures, dans ce cas-là tenues même plusieurs minutes, voilà, les jambes contre le mur, on est assis sur le lit, les jambes contre le mur, voilà, plusieurs minutes, ou des exercices de mobilité aussi, de mobilité, si on a des manques de mobilité. Du coup, Après, tu recommandes le yoga limite. c'est assez complémentaire. Ce serait Si pas on a mal, le temps de ouais. l'intégrer dans la prépa Ironman, si on a le temps, c'est magnifique. C'est Pour voilà. la souplesse, Avoir pour, des- les étirements. Le yoga, même le La crossfit, respiration aussi. c'est très la décrié. respiration. Enfin, c'est très décrié, il y a plein d'avis sur le crossfit. Mais si c'est fait bien en respectant la surcharge progressive, en allant progressivement, le crossfit, la base du crossfit, c'est aussi la mobilité. Donc avoir une bonne mobilité, savoir faire un squat profond, savoir faire tout ça. Et Donc, et pourquoi pas en complément, On se fait beaucoup de sport après là. ça peut être très bien. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, la mobilité. Si on a besoin de mobilité, c'est tirer. Après, si on a une bonne mobilité, si on n'a pas de douleur spécifique, par exemple au dos, sur le vélo, et si on n'aime pas forcément s'étirer, on s'étire pas. Il n'y a pas besoin. Pour reprendre les éléments pour récupérer, l'étirement passif, on n'a jamais réussi à prouver que ça avait un lien avec la récupération, qu'on se sentait mieux le lendemain, voilà, qu'on récupérait mieux. Il y a des gens qui se sentent mieux après avoir fait un étirement, donc étirez-vous. Les gens qui pensent que voilà, ça leur fait rien, vous étirez pas. Ok. D'accord. Et j'ai une question qui me vient sur Ouais. on parlait des sorties longues en running. On entend aussi parfois le run de récupération du lendemain, le fameux. Le lendemain de grosse sortie. Ouais, par exemple, tu vas te taper 25 bornes, Ouais. 30 bornes sur une sortie longue en running, et le lendemain, cette espèce de petit run de récupération. Ouais, on Est-ce entend- que c'est Les bien, petits est-ce que 20K de balade, quoi. Ouais, les petits 20K le lendemain. Allez, pour on est des- plus sur des un run tendus. de récupération. Mais soit après un long Non, run, mais soit 10K après un long run, ou soit après une grosse séance, le lendemain ou le soir, même pour Ouais. ceux qui s'entraînent encore plus, éventuellement. C'est pour la récup en tant que telle, pas forcément. Ouais. Mais après, c'est de la borne facile. C'est très très lent. C'est des kilomètres en plus au compteur, fait à très basse intensité. L'entraînement à basse intensité, c'est très intéressant aussi pour développer tout son système vasculaire, pour développer pas mal de petites choses vasculaires, son système cardiaque, etc. Donc, pour le triathlète, pourquoi pas? Parce que ça fait Ok. du volume en plus pour le triathlète D'accord. entraîné, bien sûr. Après, pour quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément d'objectif après, juste après une grosse course, faire un run de récup le lendemain, autant se reposer, bien dormir, bien manger. Voilà. Ok. Et avant de bien manger, de bien dormir, est-ce que la musculation, ça fait sens? T'en penses quoi, toi? Ça limite vraiment les blessures? La musculation, c'est aussi très intéressant comme sujet. Je pense que pour un athlète, passer un certain volume d'entraînement, qui a des objectifs quand même, que ce soit en termes de performance
ou en termes de longue distance, par exemple pour préparer un Ironman. Donc c'est quand même un athlète qui va s'entraîner minimum 5, 8, 10 fois par semaine. Là, la musculation, c'est important pour encaisser ces grosses charges d'entraînement. Pour par exemple sur la fin du semi, sur la fin du marathon, musculairement être prêt et continuer à courir, etc. C'est aussi hyper intéressant pour la performance chez le coureur à pied, ça a été démontré. Le travail en force maximale principalement, donc vraiment des grosses charges, petites répétitions, grosses charges, gros temps de repos. Ça a vraiment un gros lien avec la performance à pied, donc quelqu'un qui a préparé du 5 bornes, du 10 bornes, du semi, même du marathon. Très intéressant d'intégrer un cycle de muscu plutôt en force max. Donc bien sûr on commence tranquillement si on n'a jamais fait de muscu. On commence tranquillement, on augmente progressivement les charges et à travailler la force maximale sur des exercices de presse, de squat et on parle aussi un peu de muscu avec ça, mais des séances de côte, par exemple, à pied, c'est de la muscu, mais faite vraiment sur l'activité. Séances de côte. Ouais, c'est dur, mais quand je dis côte, c'est vraiment des côtes à bloc, quoi. On parle souvent des escaliers aussi, sur des montées de marge, des choses comme ça. Par exemple, après, on peut faire toute la muscu poids du corps qui est intéressante aussi, mais si on va chercher la performance, à les charger, c'est encore plus pour la performance que pour prévenir les blessures finalement. Après, ça va dépendre aussi de nos. C'est pour ça que c'est important d'aller voir aussi un kiné, un médecin au début, pour voir s'il y a des déficits particuliers, s'il y a des choses à faire sur tel ou tel groupe musculaire. Et là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour prévenir les blessures aussi. Et puis, tous les muscles, on appelle ça les muscles stabilisateurs. Quand on va courir, c'est important d'avoir des muscles moyens fessiers, par exemple, qui sont très performants pour éviter les blessures aux genoux. On a aussi des gros liens entre ça pour les essuie-glaces. La partie gainage aussi pour le coureur à pied, mais pour le cycliste, pour le nageur aussi. Si on est fort en bas du corps, fort en haut du corps, mais qu'au milieu, on n'est pas costaud, ça sert à rien non plus. Donc moi, ce que je conseille on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de l'Ironman, mais pour par exemple quelqu'un qui va préparer l'Ironman, un Ironman, c'est aller faire un premier cycle pendant l'hiver de muscu, donc progressivement la force maximale, par exemple sur presse, sur squat, même sur les mollets. C'est ce qu'on a fait, ça va, on est bien. Un peu de choses. On est bien. Et par contre, les gars, vous n'avez pas eu la suite. Et important à continuer au fur et à mesure de la saison. Si on arrête, si on fait ça l'hiver et qu'on s'arrête après, et malheureusement les effets perdurent pas dans le temps. Il faut. Ça y est, j'ai déjà fondu là, c'est fini. Parce que après, sans parler d'hypertrophie, de masse musculaire, mais les effets musculaires sur la prévention, sur la force maximale, sur la performance, malheureusement ils disparaissent. Donc c'est un peu bête de faire ça l'hiver. Moi, après ça dépend bien sûr de son niveau, mais ce que j'ai fait personnellement en tout cas, c'est pendant 3 mois, donc en gros octobre à janvier, j'ai fait 2 séances par semaine. Et maintenant, depuis janvier, je fais 1 séance par semaine. Voilà, une séance par semaine. Je loupe de temps en temps 1 semaine, mais j'essaye de faire 1 séance par semaine pour garder les effets, les bienfaits, que j'ai pas passé tout ce temps en salle pour rien. Donc en gros, tu conseilles passer du temps en salle l'hiver pour préparer le corps à des charges d'efforts et d'entraînement. Et ensuite, une fois qu'on commence et qu'on rentre vraiment dans le plan d'entraînement, continuer un peu à faire ce foncier musculaire. Exactement, la presse, un peu en salle, un peu des séances de côte aussi, un peu des séances je me fais des sprints, des 100 mètres à fond. Juste la séance, c'est bizarre pour les triathlètes, mais une séance de juste 5 fois 100 mètres à fond et c'est fini la séance. Des choses où là musculairement on le sent très très bien. Les ischios pendant 4 jours on marche plus et on se rend compte que vraiment musculairement ça a un vrai effet et c'est hyper important au final. C'est pour le pas forcément aller en salle faire de la muscu, mais ça peut être effectivement une séance hyper spécifique dans ta semaine. Le mieux c'est de coupler les deux. Au début commencer en salle, après petit à petit le faire sur vélo, la force à vélo aussi, on côte à vélo, on met du gros braquet et puis une faible cadence. Le mieux c'est de commencer en salle, d'aller progressivement, mais de continuer un petit peu en salle aussi, mais d'aller progressivement vers notre sport. Et c'est assez intéressant, et même on se sent mieux à pied, on
on parle de la foulée, on a parlé de la foulée tout à l'heure, mais pour avoir une meilleure économie de course, plus on va être fort musculairement, plus on va être fort sur chaque appui, plus on va être dynamique, plus on va être efficace dans notre foulée. Donc c'est toujours pareil. Et quand je parlais tout à l'heure du gainage, je parle pas juste de la planche qui est chiante, on reste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour les costauds. C'est du gainage dynamique. C'est voilà, on prend un ballon, on fait du gainage sur ballon, on lève une jambe, on lève un bras, on fait des trucs dynamiques parce que ça on fait pas du tout. On n'est jamais statique comme on serait en planche dans notre activité. Donc même qu'on fasse du tennis, du foot, quoi que ce soit, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps de ça. Donc le gainage, c'est important de faire du gainage dynamique. C'est moins embêtant et plus efficace. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure on parlait aussi du foot et du fait que c'est quand même bien traumatique aussi. Récemment, je me suis permis de faire un petit foot en salle avant de commencer la prépa Iron. Ah, ça t'a marqué ça. T'en as parlé avec ton coach quand même Je n'ai pas parlé avec mon coach. validé. Il était en vacances. Nous on avait mis un veto. Et non, mais en fait, c'est dingue parce que moi je suis joueur de foot. Avant, quand j'étais plus jeune, professionnel je jouais d'ailleurs. pas mal. J'ai failli être pro. Croisé, tu connais. Voilà, bien sûr. Enfin, Je jouais avec Matt Pokora à l'époque. J'aurais pu jouer avec Matt Pokora. J'aurais pu faire carrière, hein, c'est clairement. Mais donc du coup j'avais l'habitude de jouer, mais là j'ai fait ce match. Bon, il y avait un bon niveau et tout, ok, mais le lendemain, pendant 2 jours, je pouvais plus marcher, quoi. Et j'étais pas en. Enfin, tu vois, on s'était un peu entraîné, tout ça. Bien sûr. Et c'est juste que c'est pas les mêmes groupes, je pense, musculaires, enfin, ça me dire, qui travaillent. Et j'étais En PLS. En PLS, ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est pas parce que on en a fait plus jeune que on peut en refaire. On peut s'arrêter 3 mois, 6 mois et refaire et être. Et être aussi prêt. Non, mais disons, vu comment on s'entraînait. Et puis un en peu, plus, ouais, bien sûr, je te comprends bien. Tu te dis putain, mais qu'est-ce qui souffle, m'arrive, ça allait, quoi. Le souffle, je courais Je partout. fais du sport tous les jours et pourtant Qu'est-ce qui m'arrive, je la ramasse. Qu'est-ce qui m'arrive, ouais. Mais c'est juste que là, tu as sûrement fait des sprints à haute intensité que tu ne fais pas ou peut-être pas dans ton entraînement. Donc là, au final, quand tu cours tout le temps à 10, 12, 14, peut-être 15 à l'heure, je sais pas à combien tu cours, mais bon. 17. 17, excuse-moi, pardon. Ah oui, 32 au 10 bornes, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Presque. Et là, tu fais des accélérations, des changements d'appui, des changements de direction, des trucs. C'est complètement différent. Et t'as dû sentir tes ischios, parce que sur les courses à haute vitesse, les ischios, ça chauffe, t'as dû sentir pas mal de choses. Mais après, c'est normal. C'est normal. T'es rassuré, type, c'est bon? Ouais, ça va. Nickel. On va peut-être parler un peu plus du triathlète que tu es. Ah, aussi, c'est vrai. Maintenant qu'on a appris pas mal de choses côté kinésithérapie. On l'a dit en préambule et on l'a dit tout à l'heure aussi, tu prépares l'Ironman de Vichy. Oui. C'est ton premier? Ouais, c'est mon premier. Ok, on sait ce que c'est. On est dans la même galère, les gars. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quand déjà pour 23 août pour moi. 23 août. Ouais, j'ai 2 mois de plus que vous. Ouais. La petite prépa pendant l'été. Ouais, pas de vacances. c'est ça, pas de vacances quoi. Mais mes grosses sorties, ce sera sous le soleil, moi. Mes grosses sorties à vélo. Ça sera sous le soleil. Bon. Ah, c'est l'avantage. Voilà. Pas peur qu'il fasse un peu trop chaud? Si, bien sûr. Si. Là, malheureusement, on peut pas trop se préparer. J'essaierai de me préparer et de sortir. J'espère qu'il fera un peu chaud les semaines d'avant pour. Mais ça, là-dessus, c'est un peu comme vous, j'imagine. Oui, pour Nice, on sait jamais. Il peut faire aussi très chaud. Ils ont coupé une partie de la course à pied. Ouais. Tout à fait. Et du vélo aussi. D'ailleurs, je peux peux vous faire flipper, les gars, là, mais ils viennent d'annuler le semi. Parle pas du Corona, ouais. Après, l'Ironman, c'est moins de 5000 c'est moins de 5000, c'est l'avantage. Vous avez du bol. C'est dans longtemps. Il y en a quelques-uns qui vont, au pire, sinon, il y a quelques-uns, ils disent c'est l'an prochain, et puis voilà. Là, les 4900, c'est bon. Là, les mecs qui préparent le marathon, c'est mort. Ça va être compliqué pour nos amis qui préparent le marathon. Effectivement. Mais du coup, on parlait de la chaleur. Il y a pas une façon de se préparer à la chaleur, si c'était que s'entraîner sous 30 degrés. Réunion. Bah, on voit bien avec les athlètes qui préparent les JO là en ce moment, ils font des séances en thermoroom, ils appellent ça, donc des salles à c'est scandaleux, ça. 35, 40, je sais pas trop combien, mais voilà, pour s'habituer à la chaleur, parce que malheureusement il n'y a pas 50 solutions, il faut faire du sport sous cette chaleur. Ouais. Et voilà, et puis en plus même si on le fait une fois en février, ça marche pas pour on n'est pas habitué pour juin, donc il faut répéter un peu ses efforts sous la chaleur. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il fera un peu chaud les semaines d'avant sur mes gros entraînements, que je puisse voir, parce que
Mes petites expériences sous la chaleur, j'ai pas été très bon, ça me réussit pas trop, donc j'espère qu'il fera pas trop chaud. J'aime pas ça non plus. Généralement, on n'aura pas le choix, donc il va falloir faire avec et il va falloir gérer l'hydratation, la nutrition en fonction. J'ai couru une fois en Martinique, pleine chaleur. J'ai fait 7 bornes, j'ai cru que j'étais au bout de ma vie. J'en avais fait 15 et j'avançais pas, c'était horrible. Ouais, raison de plus pour arriver sur place aussi avant la course, un peu avant, pour s'acclimater un peu. Et puis c'est 2-3 jours, hein, ça reste un petit run, un petit. Ça devrait aller, mais. Ouais, ça devrait aller. Il peut faire très chaud dans les terres, il peut faire très chaud fin août, on sait jamais. Donc, c'est quoi ton objectif là-dessus? Mon objectif chronométrique, je sais pas trop, mais après, mon vrai objectif, c'est de faire un Ironman plein, entre guillemets, c'est-à-dire pas marcher 20 km sur le marathon. Voilà. Être prêt pour faire une natation à mon niveau, un vélo correct et un marathon, parce qu'en plus, je suis plutôt coureur de base, un marathon correct, sans marcher, sans être. Prendre du plaisir, quoi. Ouais, prendre du plaisir. Après, en niveau de performance, je sais pas du tout. Ils ont changé le parcours vélo en plus, donc on peut pas trop se baser sur l'année dernière. Là, il y a 2003, 2005 de D+ à vélo, je crois. Honnêtement, je sais pas que ce soit 10, 11, 12, 13 heures. J'espère pas 13 heures, mais voilà, j'espère faire. Le vélo, c'est pas mon fort, donc j'espère faire. Je vais m'entraîner pas mal à vélo. J'espère être bien à vélo pour pouvoir descendre du vélo et courir un marathon correct. Avec les jambes, correct. Ce sera dur, ce sera tout ça. Mais pas marcher 20 km parce que ce sera un échec. Ça veut dire que j'ai loupé quelque chose, soit dans la gestion de ma course ou soit dans mon programme d'entraînement. Ouais, c'est de le finir avec les jambes, quoi, pas de le finir en double. Avec les jambes, je finirais cassé en deux. Cassé en deux, à partir du 40e, ça me va, quoi. 42e, voilà, c'est tout. Mais, au mur du 30. Voilà, ça sera le normal, tout le monde sera pareil. Mais je veux pas exploser avant, je veux pas. Donc, c'est ça le vrai objectif. Ouais, le but de le finir dignement, quoi. Ouais, voilà, finir. Le premier, c'est une bonne chose, quoi. Ouais, on a le même du coup, quoi. Puis prendre plaisir. Tout à fait. Se faire plaisir, pas trop dans la douleur, et puis le finir correctement, quoi. Exactement. Et du coup, dans les grandes lignes, quel est ton plan d'entraînement, grosso modo Mon plan d'entraînement, moi je le fais moi-même. Je suis un peu mon propre cobaye parce que je m'intéresse beaucoup aussi à la préparation physique. Tu t'avances sur une autre question. Est-ce que tu es ton propre cas d'étude aussi Ouais, oui. Bon, on va faire les deux questions en une. Allez, alors. Ouais, je suis mon propre cas d'étude parce que je m'intéresse beaucoup à la planification d'entraînement, à la préparation physique. Je pense peut-être me former là-dessus les années qui viennent. Ah, génial, on a trouvé notre coach là. C'est bon. Et donc justement, je lis beaucoup là-dessus. Je regarde un peu ce qui se fait un peu partout. Et j'ai décidé de faire moi-même ma propre planification. J'ai commencé un peu dès octobre, on va dire à peu près, donc une planification sur 10 mois, qui n'est pas centrée sur l'Ironman dès le début, parce que bien sûr, sinon, un peu tôt, ça fait un peu tôt. Mais j'ai décidé de faire un hiver où j'ai fait 3 mois, où je me suis entraîné beaucoup à très basse intensité, que ce soit à vélo ou à pied, ou même en natation. Et par contre aussi à très haute intensité, on appelle ça un peu l'entraînement polarisé, c'est-à-dire beaucoup de temps à basse intensité et beaucoup de muscu, donc à force max, et de sprint, que ce soit à vélo, à pied, très haute intensité, très basse intensité. Voilà, ça a plutôt bien marché parce que sur mes premières courses là, que j'ai fait, surtout à pied, même sans entraînement spécifique, j'ai plutôt bien marché. Donc j'ai un semi-marathon ce week-end par exemple, donc j'ai fait une première partie de saison aussi plutôt sur la course à pied sans trop penser au reste. J'essaie de faire du vélo bien sûr, de la natation, mais j'ai fait un cycle course à pied parce que ça me fait plaisir, parce qu'il faut aussi penser le sport que tu préfères. C'est ça. Voilà, c'est le sport un peu que je préfère, en tout cas où je suis peut-être le plus performant, donc faut se faire plaisir aussi. Là j'ai bientôt fini avec un duathlon en fin du mois de mars. Et après, je reprendrai un peu plus spécifique parce qu'il y a aussi un half qui arrive en juin. Ah, tu prépares quel half en juin? En Bretagne, dans le Finistère. Ah, d'accord. À la maison. Ouais, à la maison, ouais. Je m'étais inscrit à Deauville et au final, le même week-end, il y en a un Finistère. Elle me dit, on va le faire à la maison, ouais. Il fera pas trop chaud. Logistique. Niveau logistique, tout ça. Ah, par contre, le vélo sous la pluie, bon. Attends, c'est Crozon, tu disais? Ouais. Ouais, c'est génial, Crozon. Le mec, il fait Normalement, c'est magnifique. Normalement, c'est magnifique. Le parcours vélo, le fameux. Non, mais c'est pas Brest en termes de conditions. On est d'accord. Hyper classe. On est d'accord. Donc voilà. Donc, on va pas se mettre les Bretons à dos, de toute façon. Vaut mieux pas. Dans le Crozon, c'est l'endroit le plus près de New York. Triathlètes. C'est vrai, à la pointe. Exactement.
Donc voilà un peu le T'es plan. pas le bienvenu chez nous. Du coup, la question ultime pour ceux qui nous écoutent et qui vont commencer leur prépa, quels sont les conseils, les astuces, le fondamental, que ce soit pour un S ou pour un Ironman? Alors, vaste question ça. Première chose, il va falloir faire une prépa pour pas se blesser. Déjà, si on n'est pas blessé, si on n'est pas blessé, non, mais dans le sens, je veux dire, il faut un peu planifier son truc. Ouais. On parlait de charge d'entraînement tout à l'heure. Il faut pouvoir la calculer. Voilà. Pour ça, je pense, en fonction de ses objectifs, soit s'entourer d'un coach, soit s'entourer, un coach, soit avoir quelqu'un qui connaît un petit peu l'entraînement, si on veut que faire un S ou un M, ce qui est déjà très bien, hein, Ou un écouter le vrai podcast du objectif. Exactement. Ou écouter le podcast du PPTC. Mais voilà, on se lance pas comme ça sans rien connaître. Donc voilà, il faut s'entourer un petit peu. Si on va faire une prépa un peu plus imposante pour un Iron ou un half, éventuellement aussi avoir un kiné ou un médecin, ou les deux d'ailleurs, chez qui on peut aller un peu facilement pour avoir quelques conseils et éventuellement quelques soins. Faut aussi, moi ce que je conseille, c'est avoir un carnet d'entraînement pour suivre sa charge d'entraînement. Un carnet d'entraînement, on note ses séances, on note un petit peu son ressenti, on peut noter des petites notes, voilà, un peu n'importe quoi. Et aussi, pour ceux qui veulent s'entraîner un peu plus et qui s'entraînent beaucoup, calculer sa charge d'entraînement. Donc comment on la calcule, il y a plusieurs méthodes, mais le plus simple, c'est après chaque séance, on met une note à la séance. Si c'était une séance dure de 0 à 10 par exemple, un footing tranquille, on va mettre 2 ou 3 sur 10. Une grosse séance, on va mettre 5, 6 sur 10. On multiplie par le temps. On appelle ça donc c'est le RPE, la note sur 10. On multiplie ça par le temps. 60 minutes, 70 de la minutes, séance, le temps en minutes, voilà, de la séance. Okay. Ça nous donne un chiffre. On met ça sur chaque séance de la semaine. Et à la fin de la semaine, on fait un total. Et si on voit qu'une semaine, on était à 1000 et la semaine d'après, on est à 2600, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et qu'il y a une plus grande chance de blessure. Donc là, après, c'est encore plus compliqué que ça. Mais rien que faire ça déjà, pour quelqu'un qui veut s'entraîner un peu, qui s'entraîne régulièrement avec un vrai objectif, avec un plan d'entraînement, quand on a un coach, c'est lui qui va gérer ça pour ne pas se blesser. Mais si on veut s'entraîner soi-même et faire son plan d'entraînement, c'est hyper important de pouvoir quantifier sa charge d'entraînement. Après, c'est un peu plus précis que le truc de Garmin là, parce que moi ça me rend fou, Garmin ça. ou Strava qui donne des trucs. Mais tu donneras pas de nom de marque. Non, pas du tout. Mais Garmin, du coup, Strava, en surentraînement et tout, c'est horrible. Mais du coup, c'est un peu au jugement personnel, enfin dans le sens où c'est ça, il y a un facteur où tu vas dire oui, la note ça que c'était tu une mets, séance c'est- dure, donc ouais. je mets telle note. Bon, faut Ouais, être honnête avec soi-même. Il y a plusieurs biais, bien sûr. En fonction de mais j'ai fait 30 minutes d'échauffement, donc là j'étais à 1 sur 10, et après j'ai fait une grosse séance où j'étais à 8 sur 10, comment je le note? C'est une appréciation globale, c'est pour avoir une idée. On peut aussi quantifier sa charge d'entraînement avec ses zones de fréquence cardiaque, combien de temps on est passé dans la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, si on est à un C'est pas cardio. mal, ouais. Il y a plusieurs façons de le faire. Le plus simple, si on est papier crayon et son plan À d'entraînement, l'ancienne. C'est la voilà. note. Il y a aussi des applications qui vont calculer ça. Mais le plus simple, c'est vraiment ça, calculer sa charge, augmenter progressivement sa charge d'entraînement pour pas se blesser. Après, les autres astuces, faut réussir à se faire plaisir, parce que ça peut être long, ça peut être Fatigant. fatigant, Psychologiquement aussi. il faut s'organiser, il faut avoir une logistique, vie de famille, vie professionnelle, tout ça. Donc il faut réussir à se faire plaisir un peu sur les séances, il faut que ça te fasse plaisir de sortir. Donc trouver un groupe, c'est quand même mieux. Le faire avec les copains, c'est encore mieux. Le triathlon, C'est voilà, clair, on peut vite fait. C'est bien parce qu'on peut aller courir tout seul de temps en temps, mais il faut trouver soit un club, soit un groupe de potes, voilà, pour aller s'entraîner, parce que si on Surtout va le vélo. surtout le vélo, on est d'accord. D'ailleurs, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le PPTC. On roule de temps en temps le Au dimanche. polygone, et puis Un jour, on sera longtemps. le temps de 200. On y Suzanne croit. Berliou le midi. Exactement. Et voilà, donc se faire plaisir, trouver un groupe, et je pense planifier un petit peu sa saison si on veut faire un peu sérieusement, planifier et trouver des objectifs en rapport avec le temps qu'on peut passer, parce qu'on sait tous que c'est vraiment chronophage. Il faut réussir à s'entraîner le matin, le soir, le midi, le week-end, machin. Faut négocier aussi, peut-être avec madame, peut-être avec les enfants, les objectifs, tout ça. Et Donc, le faut- temps, quand il pleut, que toute Ouais. la semaine et Bien qu'il sûr. faut La météo. sortir. Mais il faut pouvoir, dès le début, se dire, ok, j'ai combien de temps cette année, là, je vais pouvoir consacrer quoi, 5 heures, 10 heures dans la semaine, 15 heures.
si je peux consacrer 5 heures, on va pas aller se mettre sur un Ironman. Il faut être un peu logique avec soi-même, mais on a tendance des fois à brûler un peu les étapes. Aussi pour quelqu'un qui commence le triathlon, c'est bien de commencer par un S, un XS, un M maximum, mais voilà, aller progressivement parce qu'il y aura tout le temps d'augmenter les charges, d'augmenter les distances. Voilà. On entend toujours parler des triathlons un peu mythiques. Il y aura tout le temps d'y aller tranquillement, mais progressivement. Voilà. Tu conseilles de pas faire comme Yvan qu'on a interviewé la dernière fois, qui a commencé par un Ironman. Ah oui, le touriste de l'Ironman. Ouais. Après, je crois qu'il a fait une semaine d'entraînement pour voir. Mais... il y en a qui sont faits pour le long. Ouais, on n'est pas tous égaux. Pour le long, voilà. Face à la douleur. On va parler des gens normaux et voilà, plutôt commencer parce que c'est assez spécifique le triathlon, on a l'air de rien, le parc à vélo, le petit stress de l'entrée dans l'eau. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte et puis voilà, vous aurez tout le temps de. D'ailleurs, on fera un petit épisode pour expliquer tout ça, pour les gens qui veulent se lancer dans un premier triathlon. Les basics, ouais. Est-ce que tu as des livres, des ouvrages à conseiller, techniques, préparation? Ouais, complètement. Ouais. Pour ceux qui aiment, qui ont envie d'en apprendre plus sur la planification d'un entraînement, sur comment organiser une saison, j'ai la Bible du triathlon de Joe Friel. Pas mal. Ok, c'est assez un peu pointu, justement, ça parle beaucoup de la charge d'entraînement aussi. Comment renseigner son carnet d'entraînement, quand faire ses stages. Bref. C'est très complet, ça parle de la préparation physique, à la préparation mentale, à la planification de la saison, voilà, des séances spécifiques à pied, à vélo, natation. Donc assez complet, il faut prendre le temps, mais assez complet. Ce que je conseille, c'est entre deux saisons, voilà, l'intersaison, l'acheter, le lire tranquillement. Pour la saison d'après. Et pour la saison d'après, parce que si on le prend en pleine saison, on se dit putain, faut que je change tout ça, merde, j'ai mal fait. Donc voilà. Après, faut pas non plus on met pas du jour au lendemain tout en place comme il faut, nutrition, sommeil, petit à petit l'expérience te permet étirement. Ce que j'avais pas dit aussi sur la récup, le plus important c'est nutrition, sommeil. On est d'accord, c'est vraiment le plus important. Qui est pas toujours le plus facile. Qui est pas toujours plus important. Se nourrir, c'est pas toujours évident, mais dormir des fois, c'est vrai que. Et c'est vraiment le plus. On est stressé, on est fatigué. Ouais. Toutes les études montrent que le temps de sommeil et manger après la séance, on appelle ça la fenêtre métabolique, dans les 2 heures après une grosse séance, etc. Surtout quand on s'entraîne 2 fois par jour, le lendemain matin, etc. C'est hyper important de recharger les stocks rapidement. Mais voilà, c'est la petite aparté sur la récup que j'avais pas trop. C'est vrai qu'on oublie souvent le sommeil, mais on n'a pas parlé trop récup, sommeil. C'est vraiment le plus important. Tout ce qu'on a parlé, les rouleaux de massage, les compressions, les machins, c'est vraiment des gains marginaux par rapport à sommeil, nutrition. Déjà, faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait déjà ça bien? Et si on fait pas ça bien, avant d'aller acheter les trucs, les machins. On dort bien, on mange équilibré, tout simplement. Après la nutrition, voilà, plein de choses à dire, mais 3-4 bières avant de dormir. C'est la base. Donc, les bonnes pratiques. Et se faire plaisir. Donc les bières, ça en fait partie. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait de tourner. On fera un épisode d'ailleurs dédié aussi à la nutrition. Il y a un petit article sur le site actuellement. Donc, mais après, bien sûr, faut pas non plus du jour au lendemain tout mettre dans le triathlon parce qu'on a vite fait c'est hyper chronophage comme on le disait, donc faut aussi se laisser du temps pour aller boire des bières, aller faire des trucs en famille aussi. De prendre du plaisir, tu l'as dit, ça passe par là aussi. Ça fait partie. On va faire que ça dans la vie, quoi. Parce que on reste amateur. Ouais, c'est ça. Même pour les pros, ça reste un hobby. Tout à fait. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? T'avais d'autres livres à conseiller? Ouais, j'étais parti sur les livres, c'est vrai. Non mais vas-y. Donc la Bible du triathlon de Joe Friel. Il y a aussi plutôt sur la partie course à pied, sur la gestion de la charge d'entraînement, ils appellent ça la quantification du stress mécanique. Sur le livre de la clinique du coureur, La santé par la course à pied de Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur, et Frédéric Berg. Très intéressant aussi. Ça parle beaucoup des chaussures, pourquoi, ce qu'on comment. A évoqué un peu tout à l'heure. Je veux dire tout ça, je pense. On mettra tout ça en lien. Bien sûr sur le site. Et dernière chose pour ceux aussi qui sont intéressés un peu par ce qui se fait, les études qui se font, etc. C'est une application, c'est Yann Lemeur qui a fait ça, donc YLM Sport Science. C'est un peu de la entre guillemets vulgarisation scientifique parce qu'aller chercher une étude scientifique, lire les 12 pages, les machins. Lui, il fait une infographie, une image avec des petits dessins, qu'est-ce que c'est l'étude, les conclusions. Donc ça peut être
sommeil, récupération, l'étude de telle année, de tel auteur, et en 15 secondes, on a vu l'étude, on voit ce qui se dit. C'est hyper intéressant. Il y en a un par jour, une étude qui sort par jour. C'est sur le sport et la science. Voilà. Donc ça peut être sur la préparation physique, sur plein de choses. C'est payant, c'est peut-être 10 € par an. Donc voilà, on s'inscrit une fois, on en a tous les jours une étude qui sort. Je sais que moi en tant que kiné, je regarde ça tous les jours. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller lire les études qui sortent. Et voilà, hyper intéressant aussi. J'utilise tous les jours. Donc c'est mes 3 recommandations. Merci beaucoup. Merci pour Pas tout de ça. souci. Et où est-ce qu'on peut te suivre, toi, justement? T'as Instagram, t'as Strava? Strava, je pense que les triathlètes, on est tous un peu adeptes. Donc sur Strava, moi c'est Étienne Gabriel, et sur Instagram c'est Etienne.Gabriel aussi. Voilà, je suis plus ou moins actif, mais je vais essayer de partager un peu ma prépa Ironman, voir cool. un peu comment ça évolue. On aura peut-être l'occasion de te revoir dans un autre podcast pour que justement tu nous racontes tout ça. Ça pourrait être intéressant. Ça, on fera les débriefs. Cool. Ouais, j'ai déjà hâte de voir comment ça va se passer. On a une tradition pour finir dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est de demander à notre invité sa bière préférée. Alors la tienne, c'est quoi? La bière préférée, on va rester en Bretagne, je suis sûr. On va rester en Bretagne, on va rester à la maison. Non. À Lancelot, mais on va dire la Brit, c'est les brassées, si je me trompe pas, à Concarneau. Je la connais pas. Pas loin de là où j'ai grandi. Donc une Brit. Bon, je vous en ramènerai la prochaine fois. Le week-end prochain. Enfin bref, on en reparlera. Voilà. Je suis désolé, on était à la HK là. Bon, c'est pas pareil. Non, c'est pas bon. C'est bien quand même, ça fait le taf. Très bien. Ok, on vous mettra la bière aussi en ligne. Ouais, exactement. Bon voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que comme nous, vous avez appris plein de choses. On vous invite à nous suivre sur l'Instagram du PPTC_3, sur Strava, le club PPTC, et puis n'hésitez pas à consulter notre site aussi pour plein d'infos, c'est pptc.fr. D'ailleurs aussi, n'oubliez pas de vous inscrire sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et sur YouTube, s'abonner au podcast aussi, ouais. Et sur YouTube beaucoup de choses aussi, à laquelle s'abonner, mais sur multiplier votre plateforme préférée, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouveaux épisodes. C'est important. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Étienne pour toutes ces infos. Merci, c'était très sympa. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Merci à mes acolytes aussi, Thibaut et Mélène. Merci, très très bonne session, on s'est régalé. Et voilà, et n'oubliez jamais que l'important c'est le club. Exactement, le club. Merci à tous. Bisous, bye. À bientôt. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.